son dernier souhait avant l'exécution. Revoir son chien. Mais ce qui s'est passé a tout changé. Personne ne l'a défendu, personne n'a pleuré pour lui. Et pourtant, ce qu'il a demandé avant de mourir a révélé une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Cette histoire n'est pas celle d'un héros, ce n'est pas non plus celle d'un monstre. C'est l'histoire d'un silence. Un silence qui a détruit des vies, mais qui, dans un dernier souffle, a tout renversé. Préparez-vous à découvrir une vérité étouffée. Une vérité qui ne crie pas, mais qui mord. Abonnez-vous à la chaîne Entre Vins et Histoires, laissez un like si ce genre de récit vous touche et dites-nous en commentaire de quel coin du monde vous regardez cette histoire bouleversante. Quand Malik fut condamné à mort, même le juge n'osa pas le regarder dans les yeux. La salle du tribunal de Mont-de-Marsan était plongée dans un silence lourd, aussi pesant que les chaînes qui enserraient les poignets de l'accusé. Malik Diarra, 38 ans, restait immobile, le regard fixé sur un point invisible au-delà des murs. Son visage émacié, marqué par des années de vie dans les rues, ne trahissait aucune émotion. Seule une veine palpitante sur sa tempe indiquait qu'il était encore parmi les vivants. Dehors, sous la pluie fine d'un automne languissant, une foule s'était massée devant le palais de justice. Des drapeaux tricolores, des banderoles réclamant « Justice pour Paul » et les cris de victoire qui montaient vers le ciel gris de la Gascogne. « Assassin ! Monstre !» scandait la foule, comme une litanie macabre qui résonnait jusqu'aux entrailles de la prison départementale où Malik serait conduit. Personne ne remarqua que l'homme condamné ne prononça pas un mot, pas même pour se défendre. 3 jours plus tard, dans sa cellule humide aux murs écaillés, Malik écoutait les gouttes d'eau qui tombèrent du plafond, marquant le temps qui lui restait. 72 heures avant l'injection létale. La France avait rétabli la peine capitale pour les crimes considérés comme abominables, et le meurtre du fils d'Étienne Delvigne, figure politique influente de la région Nouvelle-Aquitaine, entrait parfaitement dans cette catégorie. Malik Diarra, vous êtes reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Paul Delvigne. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Les preuves, une empreinte digitale mal relevée sur un couteau, trouvée près du corps, un manteau brûlé découvert à proximité, identifié comme le sien par des témoins qui ne l'avaient jamais vu le porter. Et surtout, le témoignage anonyme d'une personne affirmant l'avoir aperçu cette nuit-là, rôdant près du parc où le corps avait été retrouvé. Votre dernier désir ? Lui avait demandé le directeur du centre pénitentiaire, un homme aux traits tirés qui tentait de maintenir un semblant d'humanité dans ce processus. Pour la première fois depuis son arrestation, Malik avait levé les yeux. Ses lèvres s'étaient entrouvertes et d'une voix rauque, presque inaudible après des mois de silence, il avait murmuré « Kira, je veux voir Kira ». Le directeur avait froncé les sourcils. « Qui est Kira ?»« Ma chienne, ma seule famille. » La demande avait fait l'objet d'un article dans le journal local, Sud-Ouest. Le dernier caprice d'un meurtrier, revoir son chien. L'EHPAD. Commentaires en ligne se déchaînaient, certains trouvant cette requête pathétique, d'autres y voyant la preuve de sa culpabilité. Même pas capable de demander pardon à la famille Delvigne. Ce qu'ils ignoraient tous, c'était que depuis l'arrestation de Malik, Kira, une petite chienne bâtarde au pelage marron et aux yeux d'une tristesse infinie, attendait chaque jour devant le commissariat de Mont-de-Marsan. Par tous les temps, sans jamais aboyer. Les policiers avaient essayé de la chasser au début, puis s'étaient habitués à sa présence silencieuse. Un brigadier, touché par cette fidélité, lui apportait parfois de l'eau et des croquettes. Il avait même pris une photo qu'il avait partagée sur les réseaux sociaux. Le chien de l'assassin attend toujours son maître. La photo avait fait le tour du web, déclenchant une vague d'émotions contradictoires. Certains y voyaient une preuve d'humanité chez un homme que tous avaient déshumanisé. Contre toute attente, le directeur de la prison avait accepté la demande de Malik. Une requête qui ne coûte rien à l'État et qui offre un dernier moment de dignité, avait-il expliqué aux journalistes qui l'interrogeaient sur cette décision controversée. Le jour de la visite, une salle spéciale avait été préparée. Les caméras de sécurité tournaient. 2 gardiens encadraient Malik, menottés et vêtus de l'uniforme orange des condamnés. Ils attendaient tous en silence, comme si le temps
s'était figé dans cette pièce au mur blafard. Quand la porte s'ouvrit, Kira entra, tenue en laisse par un agent. Ses pattes griffaient le sol, tandis qu'elle tirait de toutes ses forces, son petit corps tremblant d'impatience. Ses yeux s'illuminèrent en apercevant Malik, et un gémissement aigu s'échappa de sa gorge. Le condamné s'agenouilla maladroitement, entravé par ses chaînes, et ouvrit ses bras. La chienne se jeta contre lui, léchant frénétiquement son visage, gémissant, tremblant, comme possédée par une joie si pure qu'elle en devenait douloureuse à regarder. Pour la première fois depuis son arrestation, Malik Diarra pleura. Des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues creuses, tandis qu'il enfouissait son visage dans le pelage tiède de sa compagne. « Je suis désolé, ma fille, je suis tellement désolé. » Les gardiens détournèrent le regard, soudain mal à l'aise devant cette intimité déchirante. Les journalistes présents, qui s'attendaient à capturer un moment sensationnaliste, se retrouvèrent témoins d'une scène d'une telle tendresse qu'elle semblait presque obscène à observer. Personne ne remarqua immédiatement qu'Étienne Delvigne, père de la victime, était entré dans la pièce. Le politicien avait insisté pour être présent, pour voir dans les yeux de l'assassin de mon fils. Grand, imposant dans son costume, impeccable, il se tenait près de la porte, le visage durci par la haine et le chagrin. Ce fut à cet instant que tout bascula. Kira, qui léchait encore les larmes de son maître, s'immobilisa soudain. Son corps se raidit, son poil se hérissa. Elle se tourna lentement vers l'entrée de la pièce, fixant Delvigne de ses yeux sombres. Un grondement sourd monta de sa gorge. Un son primitif, ancestral, chargé d'une colère que personne n'aurait cru possible chez cette petite créature qui, jusqu'alors, n'avait manifesté que tendresse et fidélité. « Kira, non !» cria Malik, mais c'était trop tard. D'un bond, la chienne se jeta sur Delvigne, ses crocs se plantant dans son poignet. Le cri du politicien résonna dans toute la prison, tandis que les gardiens se précipitaient pour maîtriser. L'animal devenu soudain féroce. « Qu'on abatte cette bête !» hurla Delvigne, tenant son bras ensanglanté. « Et qu'on en finisse avec ce criminel !» Mais dans la confusion générale, personne ne remarqua l'expression de Malik. Pour la première fois, un sourire étrange étirait ses lèvres. Un sourire triste, résigné, mais empli d'une lueur que personne n'avait jamais vue auparavant dans ses yeux. « Elle sait », murmura-t-il. « Kira sait. » Les images de l'incident firent le tour du pays en moins d'une heure. La chienne fidèle transformée en bête féroce. Le politique attaqué, le condamné souriant énigmatiquement. Et soudain, dans l'esprit collectif d'une France avide de sensationnalisme, une question commença à germer. Pourquoi cette chienne, connue pour sa douceur, avait-elle attaqué précisément cet homme? Que savait Malik Diarra que personne d'autre ne savait? Et si la vérité était bien plus complexe que ce que tous avaient accepté comme une évidence? Dans sa cellule, cette nuit-là, Malik contempla les barreaux de sa fenêtre à travers lesquels filtraient les lueurs de la ville. Pour la première fois depuis son arrestation, il sentit une étrange paix l'envahir. Il avait échoué à sauver Paul Delvigne ce soir-là, dans le parc. Il n'avait pas su protéger la vérité. Mais peut-être que Kira venait de lui offrir une dernière chance de rédemption. Il sortit de sous son matelas une enveloppe froissée, adressée à une certaine Solène Mercier, journaliste à la radio locale. Une enveloppe qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Jusqu'à maintenant. L'incident impliquant Kira et Étienne Delvigne avait secoué Mont-de-Marsan comme un tremblement de terre. 3 jours après, la préfecture des Landes était méconnaissable. Des graffitis ornaient les murs du palais de justice. Justice, pour Malik, côtoyait mort au meurtrier. 2 Frances s'affrontaient dans cette ville habituellement paisible. La place Saint-Roch, cœur battant de la cité, était devenue un théâtre de manifestations quotidiennes. D'un côté, les partisans de la famille Delvigne, brandissant des portraits de Paul, jeune homme au sourire éclatant dont la vie avait été brutalement interrompue. De l'autre, une coalition improbable, défenseurs des droits de l'homme, activistes anti-peine de mort, et surtout cette masse grandissante de citoyens ordinaires qui commençaient à douter. Comment un chien peut-il reconnaître un criminel? Cette question résonnait dans les cafés, dans les boulangeries, dans les épiceries de quartier. Le doute s'insinuait partout, comme un poison lent.
Dans les locaux exigus de Radio Mont-de-Marsan, Solène Mercier revenait d'une émission en direct particulièrement houleuse. À 38 ans, cette journaliste au regard perçant et aux cheveux prématurément grisonnants avait couvert les plus grandes affaires criminelles de la région. Mais celle-ci était différente. Cette affaire était personnelle. « Tu joues avec le feu, Solène », lui lança son rédacteur en chef, Jean-Michel, en lui tendant un café. « J'ai reçu 3 appels de la préfecture aujourd'hui. Ils veulent que tu arrêtes de parler de zone d'ombre dans cette affaire. » Solène haussa les épaules, sirotant son café brûlant. Étrange, non? Depuis quand la préfecture s'inquiète-t-elle de ce que dit une petite radio locale? Elle posa sa tasse. À moins que quelqu'un n'ait peur de ce que nous pourrions découvrir. Jean-Michel secoua la tête, résigné. Il connaissait ce regard chez Solène, cette lueur obstinée qui annonçait des ennuis. « J'ai contacté l'expert en médecine légale de Bordeaux, » continua-t-elle. « Il a analysé les photos du rapport d'autopsie que j'ai obtenu. »« Comment as-tu mis la main sur ?»« Non, je ne veux pas savoir. » L'angle de la blessure ne correspond pas à l'hypothèse de l'accusation. Et puis, il y a cette histoire d'arme, mystérieusement disparue avant les analyses complémentaires. Le téléphone de Solène vibra. Un message d'un numéro inconnu. Parking du stade Guy Boniface. 20h. Venez seul. À l'heure dite, Solène attendait dans sa vieille Renault, le moteur éteint, mais les clés sur le contact, prête à fuir, si nécessaire. La pluie battante transformait les réverbères en halos fantomatiques. Une silhouette s'approcha, le visage dissimulé sous un parapluie. L'homme qui monta dans sa voiture était jeune, nerveux, en uniforme de police. Solène le reconnut, un des agents présents lors de l'arrestation de Malik. « Je risque ma carrière », murmura-t-il, les yeux rivés sur le pare-brise ruisselant. « Mais je ne peux plus dormir la nuit. » Il lui tendit une clé USB. Le principal témoin contre Diarra n'a jamais existé. C'était une fausse déposition, signée par mon supérieur. Les appels téléphoniques qui auraient placé Malik près du lieu du crime? Falsifiés. « Pourquoi maintenant ?» demanda Solène, le cœur battant. « Ce chien, Kira. Elle a reconnu quelque chose chez Delvigne, ou quelqu'un. » Il baissa la voix. « On dit que c'est le parfum de lavande qu'il porte toujours. Il était peut-être là cette nuit-là. » Le policier disparut aussi vite qu'il était venu, avalé par la nuit pluvieuse, laissant Solène abasourdie, la clé USB brûlant dans sa paume. Pendant ce temps, dans une aile sécurisée de la fourrière municipale, Kira refusait toute nourriture. La petite chienne, désormais au centre d'une tempête médiatique, restait prostrée dans un coin de sa cage, indifférente aux tentatives du personnel pour la faire manger. C'est comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un, expliqua l'agent animalier à Solène, venu enquêter sous prétexte d'un reportage sur les animaux abandonnés. « Puis-je la voir ?» demanda la journaliste. L'agent hésita, puis acquiesça. 5 minutes, et ne la touchez pas. Elle est considérée comme dangereuse maintenant. Kira était couchée sur le flanc, son corps amaigri tremblant légèrement. Ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur Solène, semblaient chargés d'une intelligence presque humaine. « Salut, ma belle !» chuchota Solène, s'accroupissant près de la cage. La chienne se redressa lentement, reniflant l'air. Puis, contre toute attente, elle s'approcha des barreaux, pressant son museau contre la grille. C'est alors que Solène le remarqua, quelque chose d'anormal dans le collier usé de l'animal. Une légère bosse, comme si quelque chose y était dissimulé. Vérifiant que l'agent était occupé ailleurs, elle glissa délicatement ses doigts entre les barreaux. Le collier était cousu grossièrement, comme si quelqu'un y avait caché quelque chose à la hâte. Sous la couture maladroite, elle sentit quelque chose de dur et de petit. « Je reviendrai », promit-elle à Kira, dont les yeux ne la quittaient pas. « Je te le jure. » Dans son appartement du quartier Saint-Jean-d'Août, Solène restait éveillée, devant son ordinateur, analysant les données de la clé USB. Les incohérences dans l'enquête étaient flagrantes, révoltantes. Comment tout un système judiciaire avait-il pu fermer les yeux? Son téléphone sonna. Jean-Michel, son rédacteur en chef. « Allume ta télé, maintenant !» Sur BFM TV, Étienne Delvigne donnait une conférence de presse, son poignet bandé, bien visible.
Cette attaque barbare confirme la nature violente de cet homme et de son animal. J'en appelle au ministre de la Justice pour accélérer l'exécution de la sentence. La caméra cadra ensuite une foule déchaînée devant la prison, réclamant vengeance. Certains brandissaient des pancartes montrant Kira avec une cible dessinée dessus. Solène éteignit la télé, écœurée. Son ordinateur émit un bip. L'analyse d'une vidéo de surveillance qu'elle avait récupérée était terminée. Elle montra la nuit du meurtre près du parc des Arènes. Une silhouette floue courait, trop indistincte pour être identifiée. Mais quelque chose attira son attention, un reflet bleu. Comme un costume bleu nuit, celui qu'Étienne Delvigne portait invariablement. À cet instant, son téléphone sonna à nouveau. Un numéro masqué. « Mademoiselle Mercier ?» La voix était celle d'une femme âgée, tremblante. « Je suis Madame Lartigot. J'étais la gouvernante des Delvigne pendant 30 ans. J'ai vu des choses. Des disputes terribles entre Paul et son père. Au sujet d'argent, de documents compromettants. Paul menaçait de tout révéler. Madame Lartigot, accepteriez-vous de me rencontrer ? Un silence. Puis, il est trop tard pour moi. Mais pas pour ce pauvre homme innocent. Cherché dans le collier. Du chien, Malik y a tout caché. La ligne coupa brutalement. Solène resta immobile, le téléphone à la main, tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Elle devait retourner à la fourrière. Elle devait récupérer ce que Malik avait caché dans le collier de Kira. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. Les rues de Mont-de-Marsan semblaient désertes, comme si la ville entière retenait son souffle, attendant que la vérité éclate enfin au grand jour. Une vérité que certains feraient tout pour garder enfouie. La nuit enveloppait Mont-de-Marsan d'un manteau d'encre lorsque Solène gara sa voiture à 3 rues de la Fourrière, Municipale. Une fine bruine tombait, transformant les lumières de la ville en halos flous. Solène rabattit sa capuche et contourna le bâtiment par l'arrière où l'agent animalier, Marc, l'attendait comme convenu. « Vous avez 5 minutes, pas plus », chuchota-t-il en lui ouvrant la porte de service. Le gardien de nuit fait sa ronde à 1h30 précise. Solène hocha la tête, sentant son cœur cogner contre sa poitrine. Les couloirs étaient déserts, faiblement éclairés par des veilleuses aux lueurs verdâtres. Seuls les aboiements occasionnels des chiens résonnaient dans ce silence oppressant. Kira était là, recroquevillée dans sa cage. Quand elle aperçut Solène, la petite chienne se leva d'un bond, remuant frénétiquement la queue. « Doucement, ma belle », murmura Solène en s'agenouillant. « Je suis là pour t'aider. » Marc lui tendit une paire de gants. « Faites attention. Elle a mordu Delvigne. Elle pourrait... »« Elle ne me fera rien », affirma Solène avec une étrange certitude. Avec d'infinies précautions, elle ouvrit la cage et passa délicatement ses doigts dans le pelage de Kira, qui tremblait d'excitation. Le collier était usé, en cuir craquelé. À un endroit, une suture grossière formait une petite poche. Solène sortit un petit canif de sa poche et, retenant son souffle, trancha les fils. Une minuscule carte mémoire tomba dans sa main. « C'est ça ? Tout ce risque pour ça ?» Marc semblait déçu. « Parfois, les plus petites choses contiennent les plus grandes vérités, » répondit Solène, glissant la carte dans la poche intérieure de son blouson. Un bruit de pas résonna soudain au bout du couloir. « La ronde! Elle est en avance !» siffla Marc, paniqué. « Sortez par la porte de derrière, je vais le retenir !» Solène n'eut pas le temps de refermer correctement la cage. Elle s'élança vers la sortie de secours, le cœur battant, tandis que Kira restait étrangement calme, comme si elle savait que sa mission était accomplie. De retour dans son appartement, les mains encore tremblantes, Solène inséra la carte. Mémoire dans son ordinateur. Un unique fichier vidéo s'afficha. La date correspondait à 2 jours avant l'arrestation de Malik. L'image était floue, filmée dans la pénombre. Puis le visage de Malik apparut, émacié, les traits tirés. Du sang maculait sa lèvre inférieure et une échymose violacée entourait son œil droit. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je n'ai pas été écouté. Sa voix était rauque, entrecoupée de quintes de tout. Il semblait être dans une sorte de cabane ou d'abri de fortune, à peine éclairé par une bougie. « Je m'appelle Malik Diarra.
Le 17 mars, vers 23h20, j'étais près du parc des Arènes, à chercher des canettes pour les revendre. J'ai entendu un cri, puis un autre. Il se détourna pour cracher du sang, puis reprit. J'ai couru vers les cris. J'ai vu 2 hommes s'enfuir par l'allée ouest. L'un portait un costume bleu. Ils sont montés dans une voiture noire, une berline luxueuse. Je n'ai pas vu les plaques. Malik s'interrompit, secoué par une violente quinte de toux. J'ai trouvé un jeune homme allongé près de la fontaine. Il saignait beaucoup, du ventre. J'ai essayé de l'aider, d'appuyer sur la blessure. Il a ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré. C'était lui, mon père. Puis il m'a attrapé le bras et m'a dit « Clé USB, veste ». Les yeux de Malik se remplirent de larmes. Je n'ai pas compris tout de suite. Je cherchais dans ses poches quand quelqu'un a crié. Une femme. Elle a vu un homme noir penché sur un corps ensanglanté. Et elle a couru. Le couteau était par terre, à côté de nous. Je l'ai touché, stupidement. Puis j'ai entendu les sirènes. Il s'essuya le visage d'un revers de manche. La police est arrivée trop vite, comme si quelqu'un les avait prévenus avant même que cette femme ne donne l'alerte. Ils m'ont trouvé couvert de sang, avec un couteau à mes pieds. Malik sortit alors de sa poche un morceau de tissu taché. J'ai arraché un bout de la doublure de sa veste avant de fuir. J'y ai trouvé ceci. Il brandit une minuscule clé USB. Elle contient des documents sur les malversations à la mairie, des preuves de corruption impliquant Étienne Delvigne et plusieurs hauts fonctionnaires. Son propre fils allait le dénoncer. Solène porta une main à sa bouche, horrifiée. La pièce manquante du puzzle venait de se mettre en place. J'ai essayé de contacter la police, mais personne ne voulait m'écouter. Un sans-abri, un noir, contre le plus puissant homme politique de la région, j'ai compris que j'étais condamné d'avance. Malik se pencha alors vers la caméra, son regard d'une intensité poignante. Si vous voyez cette vidéo, je suis probablement déjà mort. Mais Kira sait, elle était avec moi cette nuit-là. Elle a senti l'odeur du meurtrier, et elle n'oubliera jamais. La vidéo s'arrêta brutalement. Solène resta figée devant son écran, sentant une vague de nausée la submerger. Elle devait agir vite. Elle copia le fichier sur plusieurs supports, puis l'envoya à son adresse professionnelle et à Jean-Michel avec un message codé qu'ils utilisaient pour les affaires sensibles. Son téléphone vibra. Un message de Jean-Michel. « Bureau, maintenant ». Il était presque 3h du matin quand Solène arriva aux locaux de la radio. Les lumières étaient allumées, mais un silence anormal régnait dans les couloirs habituellement animés. Jean-Michel l'attendait, le visage livide. « Nous avons été piratés, tous nos serveurs, toutes nos sauvegardes, tout a été effacé. » « Quoi ? Comment est-ce possible ? Une attaque sophistiquée, pas le travail d'amateur. » Il s'effondra dans son fauteuil. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Un frisson glacé parcourut l'échine de Solène. La vidéo que je t'ai envoyée disparut, comme tout le reste. Jean-Michel baissa la voix. Solène, quelqu'un a écouté nos téléphones. Quelqu'un savait que tu avais trouvé quelque chose. Solène sortit son téléphone, prête à vérifier ses autres copies, mais l'écran restait désespérément noir. « Ils ont aussi piraté mon téléphone à distance ?» murmura-t-elle, incrédule. Jean-Michel lui prit le bras, l'entraînant vers la sortie. « Ce n'est plus seulement une affaire de corruption, Solène. C'est un complot impliquant les plus hautes sphères du pouvoir. Si Delvigne est prêt à tuer son propre fils pour protéger ses secrets... » Il n'acheva pas sa phrase, mais le message était clair. Leur vie était désormais en danger. À l'aube, la nouvelle tomba comme un couperet. L'exécution de Malik Diarra avait été avancée à la semaine suivante, sur ordre exceptionnel du ministère de la Justice. Et dans sa cellule, Malik avait été violemment agressé par d'autres détenus. Hospitalisé dans un état critique, il était maintenu sous haute surveillance. Solène contemplait la ville qui s'éveillait depuis le toit de l'immeuble de la radio. Mont-de-Marsan semblait si paisible sous les premières lueurs du jour, si loin du nœud de mensonges et de corruption qui étranglait ses institutions. Il lui restait une copie de la vidéo, cachée dans un endroit que personne ne penserait à chercher. Et surtout, elle possédait maintenant la vérité. Une vérité qui pourrait coûter la vie à un innocent, ou faire tomber l'un des hommes,
les plus puissants de la région. La course contre la montre venait de commencer. La nuit du 17 mars s'était abattue sur Mont-de-Marsan avec une bruine persistante, transformant les réverbères en halos fantomatiques. Le parc des Arènes, habituellement animé par les rires des enfants et les conversations des promeneurs, n'était plus qu'une étendue sombre et silencieuse, à peine éclairée par quelques lampadaires défectueux. Malik Diarra traversait le parc à pas lents, son sac de toile usé sur l'épaule. À ses côtés, Kira trottinait fidèlement, son pelage brun luisant sous la pluie fine. La journée avait été difficile. Seulement 3 € gagnés en Sonsenunotsos, récupérant des canettes et 2 boulangeries qui avaient refusé de lui donner leurs invendus. « Demain sera meilleur, ma belle », murmura-t-il à la chienne, qui leva vers lui ses yeux confiants. Malik n'avait pas toujours vécu ainsi. Ingénieur agronome formé au Sénégal, il était venu en France avec des rêves et des diplômes. Mais les promesses d'embauche s'étaient évaporées, son permis de séjour avait expiré, et la spirale de la précarité l'avait englouti. Après 8 ans dans les rues de Mont-de-Marsan, il était devenu transparent, un fantôme urbain que les passants évitaient du regard. Son refuge actuel se trouvait sous le pont de la Midouze, un espace exigu mais sec, partagé avec 2 autres sans-abri qui respectaient son silence et sa dignité. Ce soir-là, cependant, il prenait un détour par le parc. Kira avait besoin d'exercice, et les poubelles près du kiosque regorgeaient parfois de trésors inattendus. Il fouillait justement dans une corbeille quand le premier cri déchira, la nuit. Un son glaçant, à mi-chemin entre la douleur et la surprise. Malik se figea, aux aguets. Kira gronda sourdement, le poil hérissé. Le second cri, plus faible, venait de la fontaine centrale. Sans hésiter, Malik s'élança dans cette direction, laissant tomber son sac. La pluie s'intensifiait, brouillant sa vision. Il aperçut d'abord 2 silhouettes qui s'éloignaient précipitamment vers l'allée ouest. L'une d'elles, plus grande, portait ce qui semblait être un costume sombre, bleu nuit, sous la lueur blafarde des réverbères. Son allure était étrangement familière, un bruit de moteur puissant, une berline de luxe démarrant en trombe. Puis le silence, seulement troublé par le clapotis de la pluie. À la fontaine, un corps était étendu. Un jeune homme en blouson, de cuir, le visage d'une pâleur de craie. Une tache sombre s'élargissait sur son abdomen, là où la lame avait frappé. « Mon Dieu !» souffla Malik, s'agenouillant auprès de lui. « Tenez bon, je vais chercher de l'aide. » Il pressa ses mains sur la blessure, tentant d'endiguer l'hémorragie. Le sang chaud coulait entre ses doigts, implacable. Le jeune homme ouvrit les yeux, des yeux bleus, terrifiés, qui s'accrochèrent aux siens comme à une bouée de sauvetage. « Qui vous a fait ça ?» demanda Malik. « Je dois appeler les secours. » Les lèvres du blessé remuèrent faiblement. C'était lui, mon père. Malik se pencha plus près, incrédule. « Votre père ? Qui est votre père ?»« Delvigne. » Le mot n'était qu'un souffle. « Étienne. Delvigne. » Le nom frappa Malik comme un coup de poing. Étienne Delvigne, le conseiller régional, figure incontournable de la politique locale. Son visage s'étalait sur les affiches électorales de toute la ville. Le jeune homme, Paul Delvigne, réalisa Malik, agrippa soudain son bras avec une force surprenante. Clé USB, veste, sa voix n'était plus qu'un râle. Preuve, il ne doit pas trouver. Malik aperçut alors un éclat métallique. Près du corps, un couteau à cran d'arrêt, sa lame souillée luisant sous la pluie. Kira grondait toujours, fixant l'obscurité comme si les agresseurs pouvaient encore être tapis là. Maladroitement, Malik chercha dans les poches du blouson de Paul. Dans la doublure intérieure, ses doigts rencontrèrent un objet dur, minuscule, une clé USB. Un cri aigu le fit sursauter. Une jeune femme se tenait à quelques mètres, figée d'horreur. Son parapluie transparent encadrait un visage que Malik reconnut immédiatement. Margot Delvigne, la fille du conseiller régional, souvent photographiée aux côtés de son père lors des événements officiels. Leurs regards se croisèrent, le sien, terrifié, celui de Malik, implorant. « Ce n'est pas ce que vous croyez », commença-t-il. Mais elle voyait déjà la scène telle qu'elle semblait être. Un homme noir, un sans-abri,
penché sur un corps ensanglanté, un couteau à proximité. « À l'aide !» hurla-t-elle avant de s'enfuir en courant. Malik resta pétrifié, le sang de Paul Delvigne sur les mains, comprenant en un éclair le piège qui venait de se refermer sur lui. Dans quelques minutes, la police serait là. Personne n'écouterait sa version des faits. Personne ne croirait qu'Étienne Delvigne avait poignardé son propre fils. Avec des gestes fébriles, il arracha un morceau de la doublure de la veste de Paul, là où était cachée la clé USB. Puis il recula, déchiré entre l'instinct de fuite et la culpabilité d'abandonner un homme mourant. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Je reviendrai, je vous le promets. » Les sirènes résonnaient déjà au loin, étrangement proches, comme si une patrouille avait été alertée avant même le cri de Margot. Malik siffla doucement, appelant « Kira » et s'enfonça dans l'obscurité du parc, son cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, Malik ne retourna pas à son abri sous le pont. Il se réfugia dans une cabane abandonnée à la périphérie de la ville, trempé jusqu'aux os, tremblant de froid et de peur. Kira se blottit contre lui, unique source de chaleur et de réconfort. À l'aube, les nouvelles explosèrent, sur toutes. Les ondes. Paul Delvigne, fils du conseiller régional, avait été sauvagement assassiné. Son meurtrier présumé, un sans-abri, un migrant sans papier, Malik Diarra. La machine judiciaire et médiatique s'emballa avec une efficacité terrifiante. La photo de Malik fut placardée partout. Des témoins anonymes affirmaient l'avoir vu rôder autour de Paul durant les jours précédents. D'autres juraient l'avoir entendu proférer des menaces. Une arme du crime avec ses empreintes. Un mobile inventé de toutes pièces, une prétendue altercation lorsque Paul l'aurait surpris en train de voler dans sa voiture. Quand la police le retrouva 3 jours plus tard, caché dans son abri de fortune, Malik n'opposa aucune résistance. Il avait déjà compris que son sort était scellé. Avant d'être emmené, il avait eu juste le temps de coudre la précieuse clé USB dans le collier de Kira et de confier celle-ci à un autre sans-abri, avec pour mission de la garder en sécurité. Dans la voiture de police, menottes au poignet, Malik regardait défiler les rues de Mont-de-Marsan. Ces mêmes rues où il avait été invisible pendant des années et où il était soudain devenu le visage même du mal, l'incarnation de tous les préjugés et de toutes les peurs. Ses tentatives d'expliquer ce qu'il avait vu, Étienne Delvigne fuyant la scène du crime, les dernières paroles de Paul, furent accueillies par des rires moqueurs, puis par des coups lorsqu'il insista. Un conseiller régional qui poignarde son propre fils? Et pourquoi pas le président de la République pendant que vous y êtes? Au commissariat, Malik demanda un avocat. On lui assigna un jeune défenseur public, débordé, qui passa à peine 10 minutes avec lui avant de lui conseiller de plaider coupable pour éviter la peine capitale. Pendant des semaines, Malik s'enferma dans un silence absolu. À quoi bon parler quand personne n'écoutait? Il gardait les yeux fixés sur la minuscule fenêtre de sa cellule, se demandant où était Kira, si elle allait bien, si quelqu'un avait trouvé ce qu'il avait caché. Le procès fut d'une rapidité indécente. Les preuves s'accumulaient contre lui, fabriquées avec un soin méticuleux. Ses empreintes sur le couteau. Son ADN sous les ongles de Paul, placé là alors qu'il mime-scientisait, tentait désespérément de stopper l'hémorragie. Des témoins anonymes, des experts à la solde du pouvoir. Face à lui, sur le banc des parties civiles, Étienne Delvigne ne le regarda pas une seule fois. Mais Malik l'observa, lui. Il nota son parfum, cette odeur de lavande qui flottait jusqu'au box des accusés, la même odeur que Kira avait sentie cette nuit-là, près de la fontaine du parc. Quand le verdict tomba, Malik ferma les yeux. Dans son esprit, il revoyait les événements de cette nuit fatidique, la nuit qui, selon la justice des hommes, n'avait jamais existé telle qu'il l'avait vécue. Mais la vérité attendait, cousue dans le collier d'une petite chienne fidèle. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un l'écouterait enfin. La découverte de la vidéo avait bouleversé Solène jusqu'au plus profond de son être. 6 jours avant la date d'exécution de Malik, chaque minute comptait désormais. Mais les copies de la vidéo avaient toutes disparu, systématiquement, effacées par une force invisible qui semblait anticiper chacun de ses mouvements. Assise dans sa voiture, garée à l'ombre des platanes centenaires de l'avenue Kronstadt,
Solène relisait ses notes. Un détail la tourmentait depuis sa première rencontre avec cette affaire. Où était Margot Delvigne? La fille d'Étienne, sœur de Paul, témoin clé ayant découvert la scène du crime, semblait s'être volatilisée après le procès. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux révélait un compte Instagram abandonné depuis exactement le jour du meurtre. Les médias locaux, habituellement friands de la moindre apparition de la famille Delvigne, n'avaient publié aucune photo d'elle lors des obsèques de son frère, comme si elle s'était évanouie dans la nature. Solène avait interrogé discrètement quelques connaissances travaillant à la mairie. Les réponses étaient systématiquement évasives. Elle est partie se reposer. Elle est trop choquée pour apparaître en public. Un contact au journal Sud-Ouest lui avait finalement glissé une information. Margot aurait été admise dans une clinique privée pour dépression, quelque part dans la région de Bordeaux. Le jour même du meurtre de son frère. Cette précipitation intriguait Solène. Pourquoi isoler si rapidement la seule personne ayant vu Malik près du corps? Après 3 jours d'enquête acharnée et plusieurs appels anonymes à des établissements psychiatriques de la région, Solène avait finalement identifié l'endroit. La clinique des Glycines, un établissement discret et luxueux, niché dans le vignoble bordelais, où la bourgeoisie du Sud-Ouest plaçait ses membres lorsqu'il fallait les soustraire au regard. Le domaine était impressionnant. Une ancienne propriété viticole reconvertie, entourée d'un parc aux arbres centenaires. Des caméras de surveillance discrètes surveillaient l'entrée principale, gardée par un portail électronique imposant. Solène avait préparé son approche méticuleusement. Une perruque blonde coupée au carré, des lunettes à monture épaisse, une tenue sobre mais élégante et une carte de visite parfaitement contrefaite. Maître Claire Dussart, avocate, représentant les intérêts de la famille Delvigne. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle se présenta à la réception, mais son ton resta parfaitement calme. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec mademoiselle Margot Delvigne. Son père, monsieur le conseiller régional, m'envoie pour discuter de certains aspects juridiques concernant la situation familiale actuelle. » La réceptionniste consulta son écran, hésitante. « Je ne vois aucun rendez-vous programmé pour mademoiselle Delvigne aujourd'hui. »« C'est étrange, » répondit Solène avec une assurance feinte. « J'ai parlé personnellement à monsieur Delvigne ce matin. Peut-être a-t-il oublié de vous prévenir. Vous savez comment il est en ce moment, avec cette terrible affaire. » La mention d'Étienne Delvigne produisit l'effet escompté. La réceptionniste se redressa légèrement, intimidée par cette référence à l'un des hommes les plus puissants de la région. « Je vais voir ce que je peux faire. Patientez un instant, je vous prie. » Quelques minutes plus tard, après un appel et des chuchotements, Solène fut escortée par une infirmière à l'air revêche le long de couloirs aux murs pastel. Le bâtiment était silencieux, à l'exception du bruissement discret des blouses blanches et du ronronnement lointain d'une télévision. « 15 minutes, pas plus, » annonça l'infirmière en ouvrant une porte. « Mademoiselle Delvigne est sous traitement sédatif. Elle n'est pas toujours cohérente. » La chambre était spacieuse et lumineuse, avec une large baie vitrée donnant sur les vignes. Assise dans un fauteuil face à la fenêtre, Margot Delvigne ressemblait à une poupée de porcelaine abandonnée. À 23 ans, elle paraissait en avoir 10 de plus. Son visage émacié, encadré de cheveux ternes, ne gardait que l'ombre de la beauté qui avait fait d'elle l'égérie de plusieurs marques de luxe régionales. « Mademoiselle Delvigne, je suis maître Dussart », commença Solène en s'approchant, lentement. Margot tourna à peine la tête. Ses yeux, voilés par les médicaments, semblaient fixer un point au-delà de Solène, au-delà de la pièce elle-même. « Encore une ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Combien d'avocats mon père va-t-il encore m'envoyer ?» Solène s'assit face à elle, scrutant ce visage ravagé par ce qui semblait être plus que du chagrin, de la terreur peut-être. « Je ne suis pas vraiment une avocate, Margot, » avoua-t-elle à voix basse. « Je suis journaliste, Solène Mercier, de Radio Mont-de-Marsan. Je cherche la vérité sur ce qui est arrivé à votre frère. » Un éclair de lucidité traversa le regard de la jeune femme. Elle se redressa légèrement, regardant Solène avec une intensité nouvelle. « La vérité ?» répéta-t-elle, comme si ce mot lui était devenu étranger. « La vérité est que j'aurais dû mourir cette nuit-là, moi aussi.
Solène retint son souffle. « Pourquoi dites-vous cela ? Parce que j'ai vu ?» Margot se pencha en avant, baissant la voix. « J'ai tout vu. Et ils m'ont enfermée ici pour que je me taise. Qu'avez-vous vu exactement, Margot ?» La jeune femme ferma les yeux, comme pour convoquer une image enfouie. Ce soir-là, je devais retrouver Paul au parc. Il voulait me donner quelque chose. Des documents. Il disait que c'était important, qu'il ne faisait confiance à personne d'autre. Elle se tut, secouée d'un léger tremblement. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des voix qui se disputaient. J'ai reconnu celle de Paul et l'autre. Elle déglutit péniblement. Je me suis cachée derrière un arbre. J'ai vu... Sa voix se brisa. Solène attendit, le cœur battant, sans la presser. Ce n'était pas lui, reprit finalement Margot. Ce n'était pas cet homme noir qu'ils ont arrêté. C'était le terneau azul, le costume bleu. Et cette odeur, je la reconnaîtrais entre mille. Le parfum de lavande que mon père porte toujours. Elle s'interrompit, écrasant une larme avec le dos de sa main. Mon propre père. J'ai vu mon père poignarder mon frère. Solène sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Avez-vous témoigné de cela à la police ?» Un rire amer, presque hystérique, s'échappa des lèvres de Margot. « La police ? Ils sont tous dans sa poche. Quand j'ai essayé de parler, ils m'ont dit que j'étais en état de choc, que j'avais des hallucinations. Mon père a appelé des médecins qui m'ont diagnostiqué un épisode psychotique aigu. Le lendemain, j'étais ici, droguée jusqu'au os. » Elle se leva soudain, chancelante, et s'approcha de la fenêtre. Paul avait découvert quelque chose, des détournements de fonds, des millions d'euros de l'Union européenne destinés à la revitalisation des zones rurales landaises, disparus dans des sociétés offshore. Mon père, le préfet, le procureur, tous impliqués. Solène sortit discrètement son téléphone, activant l'enregistreur. « Paul était si idéaliste ?» poursuivit Margot, le regard perdu dans le paysage. Il croyait en la justice, en la vérité. Il voulait tout révéler. Et mon père... Sa voix s'étrangla. Mon père a préféré tuer son propre fils plutôt que de voir sa carrière détruite. Malik Diarra, murmura Solène. Il était innocent. Cet homme, je l'ai vu pencher sur Paul. J'ai vraiment cru qu'il l'avait tué. C'est ce que j'ai dit à la police. Des larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. Mais ensuite, quand j'ai réalisé que c'était mon père que j'avais vu s'enfuir, j'ai essayé de rectifier mon témoignage. C'est là qu'ils m'ont fait taire. La porte s'ouvrit brusquement. L'infirmière, accompagnée d'un homme en costume, se tenait sur le seuil. « Le temps est écoulé », annonça-t-elle sèchement. Solène se leva, glissant discrètement sa carte dans la main de Margot. « Je reviendrai », chuchota-t-elle. « Tenez bon. » En quittant la clinique, Solène sentait le poids de cette révélation l'écraser. Elle avait maintenant un deuxième témoignage, qui corroborait celui de Malik. Et surtout, elle avait la confirmation de ce qu'elle soupçonnait, un complot à haut niveau pour éliminer Paul Delvigne et faire porter le chapeau à un sans-abri sans défense. Dans sa voiture, elle réécouta l'enregistrement, gravant dans sa mémoire les paroles de Margot. Ce n'était pas lui, c'était le costume bleu, l'odeur de lavande. Maintenant, elle devait agir vite, avant que l'exécution ne soit mise en œuvre, avant que d'autres preuves ne disparaissent, et surtout, avant que quelqu'un ne découvre sa visite à Margot Delvigne. La vérité commençait enfin à émerger des ténèbres. Mais à quel prix ? Les révélations de Margot Delvigne tournaient en boucle dans l'esprit de Solène, tandis qu'elle traversait les couloirs du palais de justice de Mont-de-Marsan. 4 jours avant l'exécution programmée de Malik, chaque minute semblait s'écouler avec une lenteur insupportable et une rapidité effrayante à la fois. Le bâtiment était presque désert à cette heure tardive. Ses pas résonnaient sur le marbre, accompagnés du battement frénétique de son cœur. Elle avait obtenu ce rendez-vous après des heures de persuasion et un mensonge adroitement formulé. Une prétendue interview sur les défis de la défense publique dans les affaires médiatisées. Maître Pascal Lemoine l'attendait dans son bureau spartiate. L'avocat commis d'office pour Malik Diarra était un homme d'une 50aine d'années, aux épaules voûtées et au regard fuyant.
Son costume élimé et sa cravate mal nouée témoignaient d'une carrière sans éclat. « J'ai peu de temps à vous accorder, mademoiselle Mercier », annonça-t-il immédiatement, consultant nerveusement sa montre. « Je vous remercie de me recevoir, maître », répondit Solène, sortant son carnet. « Je travaille sur un article concernant l'affaire Diarra, et j'ai quelques questions sur la défense que vous avez assurée lors du procès. » Les lèvres de l'avocat se pincèrent. « J'ai fait ce que j'ai pu avec les éléments dont je disposais. »« Vraiment ?» Solène laissa planer un « silence ». « N'aviez-vous pas accès au rapport médico-légal qui indiquait que l'angle de la blessure était incompatible avec la taille de Malik Diarra ?» Le moine pâlit visiblement. « Comment avez-vous… » Ou au relevé téléphonique, montrant qu'un appel avait été passé à la police 3 minutes avant que Margot Delvigne ne donne l'alerte ? L'avocat se leva brusquement et alla vérifier que la porte était bien fermée. Quand il se retourna vers Solène, son visage avait perdu toute trace d'assurance. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous mettez les pieds, » murmura-t-il. « Cette affaire, ce n'est pas ce que vous croyez. »« Alors expliquez-moi, » insista Solène. « Pourquoi n'avez-vous présenté aucune de ces preuves au tribunal ?» Le moine s'effondra dans son fauteuil comme si un poids invisible venait de s'abattre sur ses épaules. « Ils sont venus me voir la veille du procès. 2 hommes en costume. Ils avèrent des photos, ma fille à la sortie de son école, ma femme faisant ses courses. Ils connaissaient notre adresse, nos habitudes. Le message était clair. Qui étaient ces hommes ? Je ne sais pas, mais ils ont mentionné le préfet, le procureur. Il se passa une main tremblante sur le visage. Et ils m'ont remis une enveloppe avec 50 000 € pour ma coopération. Solène sentit la nausée l'envahir. Vous avez délibérément saboté la défense de votre client. Ce n'était pas une question, mais le moine acquiesça tous deux, même le regard rivé au sol. J'ai une famille, mademoiselle Mercier, des enfants. Il leva vers elle des yeux humides. Qu'auriez-vous fait à ma place ? La question resta sans réponse. Solène se leva, bouillonnant intérieurement, mais consciente que cet homme n'était qu'un rouage dans une machine bien plus vaste et sinistre. Êtes-vous prêt à témoigner de ce que vous venez de me dire ? À mettre par écrit ses aveux ? Le moine eut un rire amer. Pour finir comme Paul Delvigne ? Non merci. Il sortit une clé USB de sa poche. Mais je peux vous donner ceci. Toutes les preuves que j'ai reçues et que je n'ai jamais présentées, je les ai gardées, comme une assurance peut-être, ou par culpabilité. Solène prit la clé, consciente, de tenir entre ses doigts la vie d'un homme. Vous réalisez qu'un innocent va mourir dans 4 jours ? Plus maintenant, murmura l'avocat. C'est entre vos mains désormais. En quittant le palais de justice, Solène avait l'impression d'être suivie. Les ombres semblaient s'étirer sous les réverbères, prenant des formes menaçantes. Elle changea plusieurs fois de direction, empruntant des ruelles étroites, avant d'être certaine de ne pas être filée. Dans un café anonyme de la périphérie, elle inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Les fichiers s'affichèrent, rapports d'expertise écartés, témoignages non retenus, analyses balistiques contredisant la version officielle. Et surtout, une liste de noms et de comptes bancaires offshore qui faisaient écho aux révélations de Margot. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Parking du commissariat central, 30 minutes, venez seul. Solène hésita, méfiante. Mais le temps pressait, et chaque information pouvait être cruciale. Elle régla son café et sortit dans la nuit fraîche. Le commissariat central était plongé dans une semi-obscurité, seules quelques fenêtres encore éclairées, témoignant d'une activité nocturne. Solène resta dans sa voiture, moteur en marche, prête à démarrer si nécessaire. Une silhouette émergea de l'ombre, s'approchant à pas lents. Un homme en uniforme de police, mais sans un signe visible. Âgé d'une 60aine d'années, le visage buriné par des décennies de service. « Commandant Georges Martel, brigade criminelle », se présenta-t-il en montant dans la voiture. « À la retraite depuis 3 mois, j'ai travaillé 40 ans dans cette boîte. »« Pourquoi me contacter ?» demanda Solène, méfiante. « Parce que je ne supporterai pas qu'on exécute un innocent en mon nom. » Il sortit une enveloppe épaisse de sa veste. « J'étais là quand ils ont arrêté votre Malik Diarra.
J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. L'enquête a été bâclée, les conclusions tirées avant même que les preuves ne soient analysées. Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai essayé. Son visage se durcit. On m'a gentiment suggéré de prendre ma retraite anticipée, avec une prime substantielle pour acheter mon silence. Il tapota l'enveloppe. Mais j'ai gardé ceci. Une copie des documents que Paul Delvigne s'apprêtait à transmettre au parquet national financier. Il me les avait confiés 3 jours avant. Sa mort, au cas où, disait-il. Solène ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Des relevés bancaires, des contrats, des photos de réunions discrètes, et surtout un rapport détaillé sur un vaste système de détournement de fonds européens destiné à la revitalisation rurale. 27 millions d'euros, expliqua Martel, transférés via des sociétés écrans vers des comptes au Luxembourg et aux îles Caïmans. Étienne Delvigne n'était pas seul. Le préfet, le procureur, 3 juges, des entrepreneurs, locaux, tous impliqués. Et le nom du procureur qui a requis la peine de mort contre Malik figure en bonne place sur la liste des bénéficiaires, confirma le policier. 600 000 euros sur un compte à son nom. Solène sentit un mélange de rage et d'effroi l'envahir. Comment ont-ils pu, le pouvoir, l'argent et la certitude, que personne ne regarderait de trop près l'exécution d'un sans-abri étranger? Martel secoua la tête avec dégoût. Le parfait bouc émissaire. « Je dois publier tout ça, » décida Solène, immédiatement. « Ils vont essayer de vous arrêter, » l'avertit Martel. « Comme ils ont essayé d'arrêter Paul. Je n'ai pas le choix. Un homme innocent va mourir dans 4 jours. » Le lendemain, Solène passa la journée à compiler tous les éléments recueillis. Le témoignage de Margot, les aveux de l'avocat, les documents fournis par Martel, la vidéo de Malik. Elle rédigea l'article le plus important de sa carrière, exposant méticuleusement chaque preuve, chaque incohérence, chaque mensonge de l'accusation. À 18h précises, elle publia l'article sur le site de Radio Mont-de-Marsan et l'envoya simultanément à tous les grands médias nationaux. 1 heure plus tard, le site de la radio était hors ligne. Problème technique, indiquait sobrement un message d'erreur. Aucun des médias nationaux n'avait repris l'information. Son téléphone restait désespérément silencieux. « Il contrôle tout », comprit Solène avec effroi. Les médias traditionnels étaient verrouillés, sa voix étouffée avant même d'avoir pu s'élever. C'est alors qu'elle eut une idée. Si les médias traditionnels étaient sous contrôle, Internet restait un espace de liberté relative. Elle créa rapidement une page anonyme et y téléchargea l'intégralité de son enquête, accompagnée de la vidéo de Malik et de tous les documents. Puis elle partagea le lien sur tous les réseaux sociaux, contacta des influenceurs, des associations de défense des droits humains, des journalistes indépendants à l'étranger. La vérité sur l'affaire Diarra, un innocent condamné à mort. Justice for Malik. La tempête médiatique commença comme un murmure, puis enfla rapidement. En quelques heures, l'hashtag était repris des milliers de fois. Des célébrités s'emparèrent de l'affaire. Kira, la fidèle chienne qui attendait toujours devant le commissariat, devint le symbole de cette injustice. La machine était lancée, mais le compte à rebours aussi. Plus que 3 jours avant l'exécution. Dans son appartement plongé dans l'obscurité, Solène guettait chaque notification, chaque partage, chaque commentaire. Le téléphone sur ses genoux resta silencieux, celui que tout le monde connaissait. Le second, un prépayé anonyme, vibrait sans cesse. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se montrer en public. Pas maintenant qu'elle avait déclaré la guerre à l'un des réseaux de corruption les plus puissants de la région. Mais pour la première fois depuis le début de cette affaire, elle sentait une lueur d'espoir. La vérité commençait enfin à éclater au grand jour. Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan était en ébullition. L'affaire Diarra avait pris une ampleur internationale en l'espace de 48 heures. Des manifestants se massaient aux abords de la prison, brandissant des pancartes « Justice pour Malik » et « Non à l'exécution ». Des journalistes du monde entier avaient convergé vers cette petite ville des Landes, transformant une affaire locale en symbole d'injustice systémique. Pourtant, à l'intérieur des murs gris, Malik demeurait isolé de cette tempête médiatique. Dans sa cellule du quartier des condamnés à mort,
il n'avait accès ni à la télévision, ni aux journaux. Les seules informations qui lui parvenaient étaient filtrées par les gardiens, dont certains prenaient un plaisir pervers à lui décrire comment la foule réclamait sa tête. Ce matin-là, le directeur de la prison en personne était venu lui annoncer la nouvelle. Sa demande de grâce présidentielle avait été rejetée. L'exécution était maintenue, prévue pour le lendemain à 18 heures précises. « Je suis désolé », avait murmuré le directeur, un homme aux traits tirés qui semblait porter le poids du système qu'il représentait. Malik avait simplement hoché la tête. Depuis des mois, il s'était préparé à cette issue. La justice des hommes avait décidé de son sort, et aucune révélation de dernière minute ne semblait pouvoir inverser la machine infernale qui s'était mise en marche. Ce qu'il ignorait, c'est que dans les bureaux de l'administration pénitentiaire, un débat houleux faisait rage. Le hashtag Justice for Malik était devenu viral, relayé par des célébrités internationales. Des juristes de renom pointaient les innombrables failles de la procédure. Amnesty International et la Cour européenne des droits de l'homme avaient émis des communiqués demandant la suspension immédiate de l'exécution. Solène Mercier, quant à elle, avait été contrainte de se cacher. Après la publication de son enquête, son appartement avait été cambriolé, ordinateur et téléphone volés, dossiers éparpillés, un avertissement à peine voilé. Réfugiée chez une amie dans la périphérie de Bordeaux, elle continuait son combat à distance, enchaînant les interviews anonymes, fournissant de nouvelles preuves aux médias internationaux qui, eux, n'étaient pas sous l'influence d'Étienne Delvigne. Elle avait tenté une dernière approche juridique, contactant un ténor du barreau parisien prêt à déposer un recours d'urgence. Mais chaque démarche se heurtait à un mur d'indifférence administrative ou à des erreurs techniques qui retardaient l'examen des nouvelles preuves. À quelques heures de l'exécution, Solène reçut un appel de Marc, l'agent animalier de Tizon, la fourrière. « Kira s'est échappée », annonça-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Elle a forcé la grille de sa cage pendant la nuit. Personne ne sait comment elle a fait. » Solène sentit un étrange mélange d'inquiétude et d'espoir l'envahir. Où est-elle maintenant? C'est ça le plus incroyable. Des gens l'ont aperçue. Courant vers le centre-ville. Elle se dirige vers la prison, Solène. Comme si elle savait. À travers les ruelles de Mont-de-Marsan, une petite silhouette brune filait comme le vent. Kira, amaigrie mais déterminée, traversait la ville en direction du centre pénitentiaire, guidée par un instinct plus puissant que toute logique humaine. Des passants la reconnaissaient, son image avait fait le tour des médias, et certains tentaient de la suivre, filmant sa course sur leur téléphone. Ce qui commença comme une curiosité se transforma rapidement en phénomène. Des dizaines, puis des centaines de personnes emboîtèrent le pas à cette chienne devenue symbole de fidélité et de résistance. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de Kira courant vers la prison, suivies par une foule grandissante, devenaient virales en temps réel. La chienne de Malik Diarra marche sur la prison. Une procession spontanée suit Kira dans les rues de Mont-de-Marsan. Des milliers de personnes convergent vers le centre pénitentiaire. Dans sa cellule d'isolement, Malik ignorait tout de ce mouvement spontané. Vêtu de l'uniforme orange, des condamnés, il venait de recevoir les derniers sacrements d'un aumônier qui semblait plus troublé que lui-même. On lui avait proposé un dernier repas qu'il avait à peine touché. Tout ce qu'il demandait, c'était du papier et un stylo, pour écrire une lettre que personne ne lirait probablement jamais. « Je pardonne », écrivit-il simplement. « Je pardonne ceux qui m'ont condamné à tort. Je pardonne cette justice aveugle. Et surtout, je pardonne à ceux qui savaient et n'ont rien dit. » Dehors, la foule avait atteint les abords du centre pénitentiaire. Des barrières avaient été dressées à la hâte, des renforts de CRS appelés pour contenir ce rassemblement imprévu. Kira, parvenue devant les grilles de la prison, se mit à aboyer pour la première fois depuis son adoption par Malik. Un aboiement plaintif, déchirant, qui résonnait comme une supplique. Les caméras du monde entier captaient cette scène surréaliste. Une petite chienne bâtarde face à l'imposante architecture pénitentiaire, comme David devant Goliath. Derrière elle, la foule scandait désormais « Libérez Malik, libérez Malik !» À l'intérieur, les gardiens entendaient les clameurs de la foule, de plus en plus fortes. Certains consultaient frénétiquement leur téléphone.
découvrant avec stupeur l'ampleur du mouvement qui se déroulait de l'autre côté des murs. « Qu'est-ce qui se passe dehors ?» demanda Malik à l'un d'eux, intrigué par cette agitation inhabituelle. « Rien qui te concerne », répondit sèchement le gardien, mais son regard trahissait son trouble. À 17h30, 30 minutes avant l'heure prévue de l'exécution, Malik fut conduit dans le couloir menant à la chambre d'exécution. Ses poignets et ses chevilles étaient entravés par des chaînes, limitant ses mouvements à de petits pas. 2 gardes l'encadraient, évitant soigneusement son regard. Pendant ce temps, Étienne Delvigne donnait une conférence de presse improvisée devant la mairie. Malgré la tempête médiatique, le conseiller régional affichait une assurance inébranlable, dénonçant cette manipulation de l'opinion publique par des médias irresponsables. « La justice a parlé », martelait-il au journaliste Massé, devant lui. Malik Diarra a été reconnu coupable au terme d'un procès équitable. Ces prétendues nouvelles preuves ne sont que des fabrications grotesques visant à discréditer nos institutions. Il souriait avec cette confiance qui n'appartient qu'aux puissants, persuadé que son réseau d'influence suffirait à étouffer la vérité, comme toujours. C'est alors que l'impensable se produisit. Kira, qui avait disparu dans la foule, surgit soudain à quelques mètres de Delvigne. Avant que quiconque puisse réagir, elle bondit et, pour la seconde fois, planta ses crocs dans la main du politicien. Le cri de douleur de Delvigne fut capté par toutes les caméras présentes. Les agents de sécurité se précipitèrent, mais, dans la confusion, personne ne remarqua immédiatement que le collier de Kira s'était rompu sous la violence de l'altercation. Un petit objet tomba sur le pavé. Une seconde carte mémoire, plus petite encore que la première, dissimulée dans un repli du collier que Solène n'avait pas découvert. Un journaliste de France 3, plus vif que les autres, s'en empara avant que les gardes du corps de Delvigne ne puissent intervenir. À la prison, Malik franchissait la porte de la chambre d'exécution. Une pièce aseptisée, clinique, avec un lit médical au centre et des perfusions préparées sur un chariot. 3 témoins officiels attendaient, visage grave. L'horloge murale indiquait 17h55. « Avez-vous une dernière déclaration ?» demanda le directeur de la prison, suivant le protocole établi. Malik observa les visages autour de lui, ces hommes qui n'étaient que les rouages d'un système plus vaste. Il pensa à Kira, à sa fidélité indéfectible. Il pensa à Solène, Mercier, cette journaliste qui avait cru en lui sans le connaître. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, il ressentit non pas de la résignation, mais une étrange sérénité. « La vérité finit toujours par éclater », dit-il simplement. « Aujourd'hui ou dans 100 ans, peu importe. Je meurs innocent, et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. » À 18h13, alors que l'injection létale commençait à couler dans ses veines, Malik Diarra ferma les yeux. Son dernier souffle s'échappa dans un silence que même les clameurs de la foule, dehors, ne parvenaient pas à troubler. À 18h21, la seconde carte mémoire était insérée dans l'ordinateur portable d'un journaliste de l'AFP. Son contenu, la suite de la confession de Malik, mentionnant explicitement la tentative de chantage dont Paul Delvigne avait été victime, fut diffusé en direct sur les chaînes d'information du monde entier. Trop tard pour Malik. Mais peut-être pas trop tard pour la vérité. Le ciel de Mont-de-Marsan pleurait. Une pluie fine et persistante s'abattait sur la ville, comme si la nature elle-même portait le deuil de Malik Diarra. La nouvelle de son exécution s'était répandue comme une onde de choc, suivie 8 minutes plus tard par la diffusion mondiale du contenu de la deuxième carte mémoire. La vidéo montrait Malik, visiblement épuisé, poursuivant sa confession là où la première s'était interrompue. Ces mots résonnaient désormais dans tous les foyers de France et bien au-delà. Paul Delvigne m'avait parlé avant de mourir. Il m'avait dit que son père l'avait menacé la veille. Étienne Delvigne lui avait proposé un marché. Soit Paul détruisait les preuves de corruption qu'il avait rassemblées, soit il ferait détruire sa carrière de journaliste avec des accusations, fabriquées de toutes pièces. Paul avait refusé. Il voulait que la vérité éclate, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Cette révélation, téléchargée et partagée des millions de fois en quelques heures, déclencha une tempête politique sans précédent. Les chaînes d'information en continu
interrompirent leur programme pour des éditions spéciales. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, l'indignation collective atteignant un point de rupture. À 20h37, le président de la République lui-même apparut sur toutes les chaînes nationales pour une allocution exceptionnelle. Le visage grave, il annonça la création immédiate d'une commission d'enquête indépendante et présenta ses plus sincères excuses à la famille et aux proches de Malik Diarra, victime d'une erreur judiciaire tragique et inacceptable. Trop, peu, trop tard. Ces mots sonnaient creux face à l'irrémédiable. Pendant ce temps, aux abords du centre pénitentiaire, la foule s'était transformée en veillée silencieuse. Des milliers de bougies formaient désormais un océan de lumière, tremblante dans la nuit pluvieuse. Au centre de ce recueillement, Kira était assise, immobile, les yeux fixés sur les portes de la prison, comme si elle attendait encore que son maître en franchisse le seuil. L'image de cette petite chienne fidèle jusqu'au-delà de la mort devint instantanément iconique. Des photographes du monde entier capturèrent cette scène déchirante, une loyauté que même la mort ne pouvait briser. Étienne Delvigne, lui, avait disparu de la circulation. Après l'incident avec Kira et la diffusion de la seconde vidéo, il s'était volatilisé, abandonnant son téléphone et sa voiture de fonction. Les rumeurs allaient bon train. Fuite à l'étranger, suicide, protection par des complices haut placés. La réalité était plus prosaïque. À 23h12, une Renault Clio banale fut interceptée par la police aux frontières à Biriatou, près de l'Espagne. Au volant, Étienne Delvigne, grimé avec une barbe postiche et des lunettes teintées, tentait de quitter discrètement le territoire français. Dans ses bagages, on découvrit 275 000 € en espèces, 3 passeports sous différentes identités et une clé USB contenant des documents compromettants sur diverses personnalités politiques, son assurance-vie, comme il l'appela. Plus tard, lors de son interrogatoire, son arrestation fut retransmise en direct sur toutes les chaînes d'information. Les caméras captèrent le moment où, menotté, il fut conduit vers la voiture de police. Son empire s'effondrait sous ses yeux, des décennies de manipulations et de crimes s'achevant dans l'humiliation la plus totale. « Je suis innocent !» hurla-t-il aux journalistes massés derrière les cordons de sécurité. « C'est un complot politique !» Personne ne le crut. Pas après les preuves accablantes révélées par Solène Mercier. Pas après les 2 vidéos de Malik. Pas après que Kira l'ait désigné par 2 fois, avec une certitude que même la justice des hommes ne pouvait ignorer. À l'aube du jour suivant, Solène émergea de sa cachette. Les yeux rougis par les larmes et l'insomnie, elle se rendit directement à la fourrière municipale où Kira avait été ramené après les événements de la veille. Marc, l'agent animalier, l'attendait. « Elle n'a toujours pas mangé », l'informa-t-il, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. C'est comme si elle avait perdu toute volonté de vivre. Solène s'agenouilla devant la cage. Kira était couchée sur le flanc, son corps frêle se soulevant à peine au rythme de sa respiration laborieuse. Lorsqu'elle aperçut Solène, une étincelle de reconnaissance brilla dans ses yeux épuisés. « Je suis là », murmura la journaliste, ouvrant doucement la cage. « Je suis là et je ne t'abandonnerai pas. » Avec d'infinies précautions, elle prit la chienne dans ses bras. Kira ne résista pas, posant sa tête contre l'épaule de Solène avec un soupir qui semblait contenir toute la tristesse du monde. « Je vais m'occuper d'elle », annonça Solène à Marc, « si vous me le permettez. » L'adoption fut officialisée. Le jour même, une rare note d'espoir dans cette tragédie sans nom. Les jours suivants virent le déferlement d'une vague judiciaire sans précédent. Les arrestations se succédèrent. Le procureur qui avait requis la peine capitale contre Malik, 3 juges impliqués dans le réseau de corruption, des chefs d'entreprise qui avaient bénéficié des détournements de fonds. Comme un château de cartes, tout l'édifice s'effondrait. Margot Delvigne fut libérée de la clinique psychiatrique où elle était maintenue contre son gré. Son témoignage, enfin écouté, confirma point par point les révélations posthumes de Malik. Sa voix, brisée mais déterminée, acheva de convaincre l'opinion publique de l'ampleur du complot qui avait coûté la vie à son frère et à un innocent. 1 mois après l'exécution de Malik, la Cour de cassation annula officiellement sa condamnation, le déclarant innocent de toutes les charges retenues contre lui.
une réhabilitation posthume, geste symbolique, mais cruellement tardif. L'affaire Diarra devint un cas d'école, étudié dans toutes les facultés de droit et les écoles de journalisme. Elle conduisit à une refonte complète du système judiciaire français et à l'abolition définitive de la peine de mort, réintroduite quelques années plus tôt. Sur l'esplanade des arènes de Mont-de-Marsan, là où tout avait commencé, un mémorial fut érigé. Une simple stèle de granit noir, surmontée de 2 silhouettes en bronze, un homme et une chienne marchant côte à côte. L'inscription, sobre et poignante, se limitait à ces mots. Malik Diarra, 1985-2025, innocent, pour tous ceux que nous avons refusé d'entendre. Chaque jour, des fleurs fraîches apparaissaient au pied du monument. Des anonymes, des touristes, des écoliers amenés par leurs professeurs pour une leçon d'histoire et de citoyenneté. Et chaque jour, Solène y emmenait Kira, qui s'asseyait silencieusement devant la statue, comme si elle montait encore la garde. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient autour du mémorial, une journaliste étrangère interrogea Solène pour un documentaire. Comment expliquez-vous que cette affaire ait tant marqué les consciences? Solène caressa doucement la tête de Kira, désormais vieillie mais toujours fidèle, avant de répondre. Peut-être parce que cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas un concept abstrait, mais quelque chose que nous construisons ou détruisons par nos choix quotidiens. Malik a été victime non pas d'une simple erreur judiciaire, mais d'une défaillance morale collective. Elle marqua une pause, contemplant les derniers rayons du soleil qui illuminaient la silhouette de bronze de Malik. Et puis, il y a Kira. Sa fidélité nous a tous confrontés à une question troublante. Si un chien peut reconnaître la vérité, pourquoi avons-nous mis tant de temps à l'entendre? Cette question résonne encore aujourd'hui dans les rues de Mont-de-Marsan, dans les couloirs des palais de justice, dans les salles de rédaction et dans les consciences. Une question simple qui, comme l'avait prédit Malik dans ses derniers mots, continue de chercher sa réponse, même après que tous les protagonistes de cette histoire auront disparu. Car la vérité, comme l'amour inconditionnel de Kira pour son maître, ne meurt jamais vraiment. Elle attend patiente que quelqu'un ait le courage de la reconnaître. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous gardé le silence, en sachant que personne ne vous écouterait? Auriez-vous continué à croire en la justice, même quand tout prouve qu'elle vous a tourné le dos? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme et de son chien. C'est l'histoire de milliers d'êtres invisibles, accusés à tort, oubliés derrière des murs froids. C'est une leçon sur l'amour inconditionnel, sur le courage de ceux qui n'ont plus rien, sauf la vérité. Car parfois, ce sont les silences, les regards ou même les aboiements qui crient le plus fort. Si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous à la chaîne Entre Vin et Histoire, laissez un like pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que la vérité mérite d'être entendue. Et dites-nous en commentaire de quel coin du monde nous regardez-vous?